El Niño arrive et il va semer le chaos dans le monde entier. On risque de faire face aux phénomènes météorologiques les plus violents depuis des décennies. Les scientifiques s'inquiètent de ce super El Niño qui pourrait frapper très bientôt. Aujourd'hui, on va se pencher sur ses répercussions mondiales et aller droit au but. Ce phénomène météorologique extrême fait la une partout ces derniers jours. Le super El Niño est sur le point de tout bouleverser. Ça a l'air dramatique, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? C'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui avec un expert en météorologie, le docteur Andreas Fink de l'Institut de technologie de Karlsruhe. Ses travaux portent sur les systèmes météorologiques tropicaux, les interactions entre l'océan et l'atmosphère et les conséquences mondiales de phénomènes climatiques comme El Niño. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves ces interviews d'experts intéressantes et bien sûr abonne-toi à la chaîne si tu le souhaites, ça aide plus que tu ne le penses et ça ne prend qu'un clic. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est parti. Oui, monsieur le professeur Fink, nous nous revoyons donc. Nous avions déjà discuté ensemble il y a 2 ans et je me souviens qu'à l'époque, nous étions justement dans une phase La Niña. Peut-être même une phase La Niña débutante, je n'en suis plus très sûr. En tout cas, c'était plutôt La Niña au lieu d'El Niño comme maintenant, car la roue tourne, pour ainsi dire. On entend parler partout d'une nouvelle phase El Niño. Et peut-être pourriez-vous simplement nous expliquer brièvement qu'est-ce que cela signifie au juste, cette transition de La Niña vers El Niño? Que se passe-t-il? Oui, alors tout d'abord, il s'agit d'un changement des températures de l'eau dans l'océan Pacifique tropical. Il est vraiment immense. Il s'étend d'est en ouest sur plus de 10 000 km. Et normalement, l'eau chaude se trouve dans l'ouest de cet océan tropical, c'est-à-dire près de l'Australie, près de l'Indonésie, et de l'eau froide, de l'eau assez froide au large des côtes de l'Amérique du Sud. On peut citer notamment l'Équateur et le Pérou. Et lié à ce schéma des températures de surface de l'eau, il y a aussi un système de vent. Les vents y soufflent habituellement depuis l'Est, depuis l'Amérique du Sud, vers l'Ouest, vers l'Australie, l'Indonésie, et ils poussent aussi cette bulle d'eau chaude toujours en direction de ce continent. Et parfois, ces vents sont plus forts. Alors l'eau froide, on parle alors de remontée d'eau au large de l'Amérique du Sud, est plus marquée. Donc cette eau est encore plus froide que d'habitude. Et cette zone d'eau chaude est alors dirigée encore plus fort vers l'Australie, poussée, et elle est aussi un peu plus chaude. C'est la Niña. On l'appelle aussi la petite sœur froide d'El Niño. El Niño, c'est l'enfant Jésus. Et quand un événement El Niño se produit, ce système bascule au niveau du vent, mais les températures de l'eau changent aussi. On peut se l'imaginer simplement comme ça. Cette bulle d'eau chaude, qui est en fait un dôme, la surface de la mer y est un peu plus haute. Elle déferle vers l'Amérique du Sud. Aussi parce que les vents d'Est faiblissent, donc la pression des vents diminue. Et on a alors soudainement sur la côte nord-américaine 30 degrés au lieu de 23 degrés de température de l'eau. C'est une énorme différence. Les îles Galapagos à l'équateur sont aussi touchées car on sait qu'au-dessus de 26 degrés et demi, il est possible de générer des orages tropicaux très élevés. Avant, l'eau est trop froide et là, elle devient assez chaude. Et ainsi, les orages qui se trouvent normalement à l'ouest peuvent soudainement éclater devant l'Amérique du Sud et y apporter des inondations. Oui, je trouve ça totalement fascinant. Cette alternance entre les deux phases et le fait qu'on observe cela selon un certain rythme. Je voudrais absolument en savoir plus tout à l'heure sur ce qu'il en est de ce rythme. Mais parlons peut-être d'abord de l'éléphant dans la pièce. Maintenant, tous les médias titrent sur un super El Niño. Je ne sais pas, j'ai lu des gros titres qui font vraiment peur, ou presque. Qu'est-ce que c'est censé être? Je sais bien que ce n'est pas un terme scientifique. Est-ce que c'est seulement un terme valide? Qu'est-ce que ça veut dire, super El Niño? Oui, exactement. En fait, pour être honnête, il n'y a eu qu'une seule publication scientifique, il y a quelques années, dans laquelle des auteurs américains ont, pour ainsi dire, utilisé ce terme de super El Niño, ou plutôt l'ont publié. Mais nous, dans la communauté scientifique, on ne l'utilise pas. On parle plutôt d'un El Niño fort ou très fort, et on mesure cela grâce aux anomalies, pour ainsi dire, l'écart des températures de l'eau dans le Pacifique central.
On a là une vaste région, et si les températures de l'eau s'y écartent de plus de 2 degrés de la norme, on a un El Niño fort, et à 2 degrés et demi, très fort. Ça varie un peu selon le centre, mais c'est le principe. Et oui, en effet, nos modèles de prévision, il y a différentes approches, indiquent, en croisant toutes les prévisions, désormais avec une probabilité de plus de 50%, un El Niño au moins fort, mais pas très fort. Cela signifie qu'il faut effectivement se préparer à ce que cet El Niño soit d'une forte intensité. On pourra peut-être aussi évoquer tout à l'heure les grandes incertitudes qui subsistent. Mais c'est de là que vient ce terme de super ou méga El Niño qui circule dans les médias. Permettez-moi d'ajouter très brièvement un dernier point à ce sujet. Un El Niño aussi fort ne signifie pas qu'il y aura des répercussions majeures partout. Oui, c'est donc une incertitude supplémentaire qui vient s'ajouter. Donc, en ce sens, oui, il y a potentiellement un El Niño puissant et les régions où l'interaction avec ces températures de l'eau est très marquée devraient déjà réfléchir à ce qu'il faut faire si cette prévision précise venait à se confirmer dans les mois à venir. Mhm. J'ai trouvé une citation de vous, je pense qu'elle est assez récente, je vais vous la lire. Dans le Pacifique tropical central, les anomalies de température de surface de la mer, en moyenne sur les dernières semaines, sont d'environ plus 0,5 degrés. Près des côtes sud-américaines, elles sont d'environ plus 1 degré. Ces valeurs actuelles ne sont pas encore considérées comme des records. Je ne sais pas exactement de quand date cette citation, mais je crois qu'elle est encore assez d'actualité. Exactement. Mais alors, comment certains médias en arrivent-ils au Super El Niño si les données ne sont pas encore, disons, des records? C'est ça. Vous parlez en fait d'observations datant de fin mars ou début avril. Depuis, les températures ont encore augmenté au-delà d'1 degré, surtout au large de l'Amérique du Sud. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais le fait est que l'épisode El Niño ne fait que commencer en ce moment. D'accord? Et il atteindra son apogée, ce qui est difficile à prédire avec précision, en novembre ou peut-être en janvier ou en mars prochain, en tout cas l'hiver prochain dans notre hémisphère. Et ces termes de Super El Niño se réfèrent aux prévisions des modèles. Il y en a vraiment des dizaines. Il y a des modèles statistiques, il y a des modèles physiques. Et comme je l'ai dit, il y a 50% de probabilité d'un El Niño puissant. Ces écarts, c'est pourquoi c'était aussi dans ma citation, nous ne les attendrions que vers l'automne. Mhm. Je trouve ça fascinant car, au fond, on ne sait même pas exactement quand une telle phase El Niño commence et encore moins quelle sera son intensité. On a donc des incertitudes partout dans cette affaire, en principe. Je pense qu'on est désormais très certain que la phase El Niño va bien se produire. Mais comment se fait-il qu'on puisse être si sûr de son apparition de principe alors que son intensité reste totalement incertaine? Alors, comment détermine-t-on l'un et comment détermine-t-on l'autre? Oui, c'est une très bonne question et tout à fait pertinente. Je voudrais faire un pas en arrière. Comment se fait-il que nous puissions prédire cela plusieurs mois à l'avance? Car c'est l'une des rares fluctuations climatiques naturelles sur Terre où nous en sommes capables. Et le point essentiel est celui-ci, un tel réchauffement est déclenché par hasard au printemps, ça doit être au printemps, par certains vents dans le Pacifique Ouest. Pas chaque année justement, mais peut-être tous les 2 à 7 ans. C'est ainsi que s'établit cette périodicité, cette quasi-périodicité. Et ensuite, ces vents génèrent dans l'océan des ondes dans la couche de mélange, mais pas des vagues de surface. Ce sont des ondes dans les 100 premiers mètres qui finissent par voyager très lentement dans l'océan. En fait, elles mettent jusqu'à 2 mois pour atteindre la côte sud-américaine. Une fois qu'elles sont amorcées, nous pouvons donc déjà prévoir cela assez bien pour 2 mois grâce aux modèles océaniques. Ces ondes sont ensuite également réfléchies sur cette côte et repartent alors en sens inverse, en direction de l'Australie. Et c'est aussi un processus relativement lent. Pour le dire simplement aux profanes, on peut à peine prédire l'atmosphère à 14 jours. Dans l'océan, sous les tropiques, mais c'est bien aux tropiques, de tels phénomènes d'ondes dans les 100 premiers mètres de l'océan peuvent justement être prédits sur plusieurs mois.
Mais il existe alors ce qu'on appelle une barrière de prévisibilité qui se situe en Mars. Oui, c'est là que nous rencontrons à nouveau des problèmes avec les modèles. Nous l'avons maintenant franchi, de sorte que nous voyons d'ailleurs déjà un signal de réchauffement clair à 100 mètres de profondeur dans le Pacifique occidental. Et grâce à cela, nous pouvons être certains qu'un El Niño arrive, et ce, avec une probabilité de 82 à 90%. C'est en principe, on peut dire, oui, on peut s'y attendre. L'amplitude est alors quant à elle. L'intensité, devrais-je dire pour être plus clair, est encore influencée par la météo estivale au-dessus du Pacifique, pour ainsi dire. Et cela, nous ne pouvons pas le prédire, nous ne savons pas, ce n'est tout simplement pas prévisible. C'est-à-dire que vous pouvez l'imaginer ainsi, nous maîtrisons le signal océanique, mais ce qui influe ensuite en été sur les températures de l'eau et sur les téléconnexions, nous ne le maîtrisons pas, et cela engendre une grande incertitude. Quant à l'intensité, on dépassera le seuil de 0,5 degrés dans le Pacifique, on en est sûr. Mais jusqu'où cela ira au-delà du seuil, d'autres phénomènes météorologiques et océaniques imprévisibles entrent en jeu. En ce sens, il est déjà fascinant que nous puissions prédire l'apparition fondamentale avec une probabilité aussi élevée. C'est vraiment inhabituel dans la recherche météorologique et climatique, comme vous l'avez dit. Absolument. Mais là, 82% à 90%, je dirais que nous allons partir du principe que cela va arriver. Vous veniez de dire qu'on ne le constate habituellement qu'à la fin mars, donc à la fin du printemps. Comment se forme je crois qu'on l'appelle aussi la barrière du printemps. Comment ça se forme? Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, ce n'est en fait pas tout à fait simple à expliquer. Il faut peut-être se le représenter de cette manière. Je vais essayer une image simple, tirée de la physique, que certains pourront peut-être visualiser. D'abord, ce système que nous appelons un système couplé océan-atmosphère dans le Pacifique doit être dans un état tel que si je lui donne une petite impulsion, il passe alors à un autre état. Alors, je me l'imagine simplement comme ça. Vous avez une bille, oui, qu'il faut d'abord pousser par-dessus une petite colline avant qu'elle ne tombe vraiment dans un état suivant, dans un creux, vous voyez? Et cette sorte de montagne n'est au départ assez basse qu'au printemps pour que l'atmosphère, les vents puissent, pour ainsi dire, lancer le mouvement, n'est-ce pas? Et si vous voulez, il y a alors quelques impulsions en janvier dues au vent, puis en mars. Et puis, à un moment donné, nous savons que le système a franchi ce point. Il évolue simplement vers ce nouvel état, oui. Mais avant cela, nous ne savons pas quelle est la hauteur de la barrière, si l'amplitude de cet événement éolien est suffisante. C'est donc très, très difficile à expliquer. La météo et l'atmosphère sont justement un système très chaotique. Mais cette barrière de prévisibilité existe et ce n'est, pour ainsi dire, qu'en avril que nous savons si l'impulsion a suffi pour atteindre le nouvel état. Oui, je trouve que c'est une belle image. C'est logique d'ailleurs. Je veux dire, tout le monde connaît ça avec les prévisions météo. La prévision à 3 semaines est bien sûr moins précise que celle à 1 jour. Plus un événement approche, moins il y a de chaos et plus la certitude augmente. Vous aviez dit qu'à 100 ou 200 mètres de profondeur dans le Pacifique Ouest, je crois, on a détecté des signaux de réchauffement. C'est déjà très profond. Comment mesure-t-on un signal de réchauffement à 200 mètres de profondeur dans l'océan? Eh bien, heureusement, cela fait déjà un moment, après un El Niño aux effets assez dévastateurs en 1982-83, l'agence océanique américaine de l'époque, c'est toujours la même aujourd'hui, a décidé d'installer un réseau de bouées de mesure dans le Pacifique qui existe encore aujourd'hui et qui, espérons-le, survivra à la situation actuelle en Amérique. Vous voyez de quoi je parle. Et à ces bouées, ancrées par exemple tous les 10 degrés de longitude et tous les 2,5 degrés au nord et au sud de l'équateur, avec une longue ancre, sont suspendus des câbles. Et sur ces câbles se trouvent des capteurs qui mesurent, entre autres, la température, la salinité et les courants à différentes profondeurs. Oui. Et ces données nous permettent réellement de voir le signal et de l'intégrer déjà, pour ainsi dire, dans nos modèles.
C'est incroyablement important, vous avez tout à fait raison, car à cette profondeur, on ne peut pas mesurer par satellite, on ne peut pas voir à l'intérieur, ce sont en fait ces bouées ancrées. Ce système de mesure s'appelle Triton, si vous voulez vérifier, et il nous aide à détecter El Niño précocement dans l'océan. C'est tout à fait fascinant qu'on ait installé ça là-bas et que maintenant, ça fournisse de manière fiable ces données à chaque fois. Est-ce que ça existe dans une autre région océanique? Ou est-ce que cette région est si essentielle à cause d'El Niño qu'on ne l'a fait que là-bas? Alors, il existe encore un tout petit réseau dans l'Atlantique, car il existe même un Niño atlantique qui est toutefois moins fréquent. Il se produit aussi durant l'été boréal et non l'hiver boréal. Il entraîne alors un réchauffement des eaux au large de l'Afrique de l'Ouest tropicale, donc l'Angola, le Gabon. Et les océanographes français y ont également installé un réseau ancré bien plus petit. La dynamique est en effet assez similaire, mais ce n'est pas comparable au réseau du Pacifique. Vous disiez tout à l'heure qu'un facteur d'incertitude est encore, si j'ai bien compris, l'activité orageuse au-dessus du Pacifique occidental. Comment les orages peuvent-ils influencer le développement de la phase El Niño? Ou est-ce seulement un indice de quelque chose d'autre? Non, c'est un facteur que j'ai cité en exemple, c'est exact. Imaginez un orage, d'abord une cellule orageuse individuelle, qui crée des courants ascendants dans le nuage via des instabilités. Et par conséquent, l'air afflue naturellement par les côtés depuis le sol sous le nuage. On peut dire qu'il est littéralement aspiré vers le haut et au-dessus du Pacifique occidental, il y a bien sûr des centaines d'orages tropicaux très intenses et ceux-ci alimentent cette circulation, convergence en bas, divergence en haut. L'énergie provient de la condensation de la vapeur d'eau au-dessus de l'océan tropical dans les nuages. Et cela active ce qu'on appelle, pour ainsi dire, une cellule de Walker. Cette cellule de Walker a normalement une branche ascendante sur le Pacifique occidental et une branche descendante sur le Pacifique oriental. À l'ouest, on a des orages. À l'est, c'est une zone de haute pression et le ciel est dégagé. Puis, pendant El Niño, cette zone orageuse et donc aussi cette cellule se déplace vers l'Amérique du Sud. Et la distance parcourue, l'intensité de cette cellule de Walker anormale dépendent alors de cette activité orageuse. Et il y a bien sûr aussi d'autres facteurs d'influence que les seules températures de l'eau sur place. Oui, Oui, d'accord. Bien. On sait donc maintenant comment El Niño se forme et ce qui se passe actuellement. Peut-être que, avant de parler des conséquences mondiales que cela peut avoir, encore une question sur l'alternance entre les phases La Niña et El Niño et le cycle global. C'est un cycle, ce qui signifie qu'on a une certaine régularité, mais on ne peut pas prédire exactement quand, quoi et comment ça se produit. exactement. Maintenant, la question serait, quel est l'impact de l'influence humaine sur la succession de ces cycles? Et je vais relire une citation de votre part. Exactement. Malheureusement, les données sur la fréquence et l'intensité future d'El Niño et La Niña ne sont pas encore assez sûres, ce qui signifie qu'une tendance positive, comme le montrent des études, n'est pas exclue. Ce que l'on peut dire. Il y aura à l'avenir toujours une succession d'événements El Niño et La Niña d'intensité variable. Donc on n'en sait rien de précis, en quelque sorte. Mais qu'il y ait une influence humaine, je pense que c'est clair, mais on ne peut pas la chiffrer précisément. Exactement. Alors, vous avez déjà dit quelque chose de vrai avec la citation que vous avez choisie. On n'en sait rien de précis, il n'y a pas de consensus sur la façon dont cela va évoluer. Peut-être que plus tard, quand nous aborderons les effets à distance, nous pourrons en reparler. Bien sûr, ce balancier se produira alors à un niveau d'énergie plus élevé dans l'atmosphère et l'océan, car l'océan se réchauffe avec le climat, car l'atmosphère se réchauffe, oui. Et cela peut bien sûr, même si le balancier a toujours, pour ainsi dire, les mêmes amplitudes dans les deux sens, cela peut tout de même avoir un impact. Nous y reviendrons tout de suite. Alors, la question que l'on se pose est, quelle est l'influence du changement climatique sur El Niño, par exemple? El Niño, donc la chaleur, sera-t-il plus fort ou plus fréquent, ou l'inverse? Oui.
Et là, avec ces modèles qui ont encore des lacunes, nous ne sommes pas d'accord dans la recherche climatique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent oui, oui, donc, El Niño va devenir plus fort, oui, mais d'autres ne le montrent pas. Et en recherche climatique, c'est toujours ainsi si on disait bon, alors on se repose et on attend de voir. Il faut toujours donner cet avertissement. Eh bien, cela n'exclut pas que certains modèles et experts aient raison, que cela devienne plus fort, oui. Ou dit autrement, dans 40 ans, quelqu'un dira « J'ai entendu cette interview de Monsieur Fink avec AstroTeam. Il a dit que ça arrivait et maintenant nous savons que c'est devenu plus fort. » Eh bien, il y a tout à fait des études qui le montrent, mais la communication au public doit dire « Nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude » pour que la presse ne retienne pas juste « El Niño devient plus fort », mais encore une fois, les températures de l'eau, surtout dans le Pacifique Ouest, ont augmenté. Et bien sûr, nous avons déjà plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère de la région à cause du changement climatique. Oui, et avec ce balancement, un réservoir d'énergie plus important est disponible pour les effets à distance. Cela a des répercussions sur les inondations et sur les sécheresses. Cela signifie qu'on pourrait peut-être dire qu'El Niño lui-même ne devient pas forcément plus fréquent, mais que ses conséquences peuvent être plus graves. Oui. Car l'effet à distance dont vous parliez C'est ça, est en train de changer. tout à fait. C'est bien ça. Et c'est dû au fait que nous avons plus d'humidité dans l'atmosphère. Ou comment pourrait-on justifier cela? Alors, il y a cette règle pour 1 degré de plus de température moyenne mondiale au sol, on a 7% d'humidité en plus. C'est ce qu'on appelle la relation de Clausius-Clapeyron, car c'est de cette équation qu'elle est dérivée. Et vous devez toujours imaginer, je me permets cette comparaison, que c'est comme pour les ouragans, les cyclones tropicaux ou les typhons, ils trouvent simplement un plus grand réservoir d'humidité. Et ce sont finalement des mécanismes qui ramènent cette humidité au sol sous forme de pluie ou de fortes précipitations. Oui, l'humidité en tant que réservoir ne tombe pas toute seule, il faut un déclencheur, il faut un élément déclencheur. Et de la même manière, cette oscillation El Niño rencontre justement beaucoup plus de vapeur d'eau, ce qui signifie que là où l'effet à distance signifie plus de pluie, nous pouvons aussi supposer qu'il pleuvra beaucoup plus intensément car il y en a plus. Oui, alors restons-en à ces effets à distance, car c'est pour cela qu'El Niño est célèbre. On dit « Oh, El Niño est apparu et soudain, j'exagère un peu, il y a une sécheresse en Afrique. » Ou alors, tout à coup, la saison des ouragans, elle se modifie. Comment cela s'explique-t-il au juste? Et pourquoi avons-nous aussi de telles incertitudes ici? Je viens de lire que, par exemple, en 1998, une grande sécheresse avait été prévue en Afrique, mais qu'elle n'a finalement pas eu lieu, par exemple. Oui, exactement. Alors, tout d'abord, El Niño a effectivement des répercussions tout autour du globe, dans les zones tropicales. Et cela est dû à ce système de cellules de Walker qui s'enroulent autour de ces tropiques. Donc, avec des courants ascendants, là où il y a beaucoup d'orages, puis il y a soit des vents d'est, soit des vents d'ouest en altitude, l'écoulement, puis ils redescendent. Et tout ce système de cellules est déplacé, ou alors certaines parties se renforcent ou s'affaiblissent. C'est là que se trouve le mécanisme de l'effet à distance, cette fameuse cellule de Walker. Dans les latitudes moyennes où nous vivons, ce sont presque exclusivement les pays riverains du Pacifique qui ressentent quelque chose. Oui, disons jusqu'à des régions comme la Floride et peut-être le Venezuela, mais au-delà, l'Europe et l'Asie sont tout simplement trop loin. Et puis, bien sûr, plus on s'éloigne du signal d'origine, plus d'autres mécanismes le modifient. Cela signifie que l'impact quasi certain est, si nous avons ces températures de l'eau dépassant 26,5 au large de l'Amérique du Sud, cela provoquera des pluies diluviennes dans le désert du nord du Pérou, d'ordinaire si aride, en Équateur. Oui, nous en sommes en fait assez certains. Et de l'autre côté, en Australie, en Indonésie, dans le nord de l'Australie, pour être plus précis, il y fera plus sec. Et ce sont des prévisions sur lesquelles je planifierai déjà en tant que décideur. Surtout si j'étais agriculteur, je réfléchirais bien à ce que je vais cultiver, des cultures plus résistantes à la sécheresse, où je me préparerai aux inondations.
Alors, mais il y a aussi un autre impact relativement certain. Je ne parle pas de l'Afrique australe, mais de la Corne de l'Afrique, donc du Kenya. Ils doivent s'attendre à plus de pluie en janvier. Si je regarde maintenant l'Afrique australe, où nous menons d'ailleurs des recherches, l'exemple de 97-98 est frappant. Car là, une configuration de la température de l'eau dans l'océan Indien a apparemment neutralisé ce signal venant du Pacifique. Pour dire les choses simplement, n'est-ce pas? Et ce phénomène, comme ces événements sont rares, nous ne l'avions pas observé par le passé, nous ne l'avions pas du tout anticipé. Mais nous savons aujourd'hui que pour, disons, l'Afrique australe, la probabilité d'une sécheresse lors de la prochaine saison des pluies, l'hiver prochain, est élevée. Mais il peut aussi y avoir ces erreurs de prévision que nous ne pouvons pas évaluer à l'avance. Et là, en tant que décideur, il faut toujours se demander, si j'agis maintenant, est-ce que ça va me coûter cher ou est-ce le sinistre qui coûtera cher? C'est un arbitrage difficile à faire. Pourtant, je sais qu'en Afrique australe, dès à présent, au sein des organisations concernées, les agriculteurs sont informés qu'ils pourraient faire plus sec. Mais comme je l'ai dit, il y a des régions où El Niño entraîne avec plus de certitude les effets, disons, connus, et d'autres régions où nous savons désormais que cela peut se passer autrement. D'ailleurs, une région très connue pour cela, c'est la Californie, où un fort El Niño a provoqué des inondations au lieu de la sécheresse il y a quelques années. C'est pourquoi il faut toujours rester un peu prudent. La prévision d'El Niño comporte une part d'incertitude. Et pour certaines régions, les conséquences qu'on a là sont alors entachées d'une incertitude supplémentaire. L'essentiel est alors de savoir quel était le degré de fiabilité des prévisions passées pour réagir en conséquence. Oui, je veux dire, c'est la seule façon d'avoir une préparation responsable en travaillant justement avec des probabilités. Il y a toujours cette catégorie de gens qui, dès qu'une prévision ne se réalise pas, se sentent confortés dans leur opinion. Bien sûr, Les scientifiques disent de pouvoir tout calculer, mais rien ne s'est passé. Rien, absolument rien n'est sûr à 100%, n'est-ce pas? L'univers pourrait se désintégrer dans la seconde qui suit, mais on ne peut travailler qu'avec des probabilités. oui, c'est exactement ça. C'est ce à quoi nous, les météorologues, et je travaille beaucoup sur les prévisions, sommes bien sûr toujours confrontés. C'est un concept difficile, même dans le milieu scientifique et pour les chercheurs. Et je dirais que pour le profane, c'est encore pire. Et pourtant, tout le monde compose déjà avec certaines probabilités. Comme quand on se demande s'il faut prendre un parapluie ou non. Et au final, je le répète, c'est une règle assez simple. Si la probabilité est forte, mais que le coût du risque est faible, je choisirais peut-être de ne rien faire. Si ma vie est en jeu ou si les coûts sont énormes, j'agirai peut-être même avec une faible probabilité, quitte à accepter de fausses alertes. C'est tout simplement ainsi. Je pense que le bénéfice net est clair concernant ces recherches sur les systèmes d'alerte précoce installés là-bas. Je pense que cela ne fait aucun doute. Vous disiez que pour l'Europe, nous sommes maintenant très loin du Pacifique. On ne peut pas vraiment nommer de conséquences directes. Sérieusement, en tout cas, seulement indirectes, je suppose. C'est probablement ce qui est pertinent pour l'Europe, le fait que nous soyons touchés par des mauvaises récoltes ailleurs dans le monde. Mais nous ne voyons pas vraiment d'effets météorologiques directs sur l'Europe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je voudrais quand même apporter quelques précisions à ce sujet. Il y a bien sûr des études qui circulent et qui disent que l'on trouve une corrélation faible, mais statistiquement significative, avec des hivers un peu plus doux, qui sont d'ailleurs devenus plus probables en Europe à cause du changement climatique, et avec plus de précipitations au printemps dans le bassin méditerranéen occidental et au Maroc. Mais il faut être honnête, c'est une explication de variance si faible qu'on ne devrait pas affirmer publiquement que ces effets se produiront. C'est pourquoi la plupart des experts, moi y compris, disent que non, on ne peut rien affirmer, ce qui n'exclut pas qu'une chaîne causale apparaisse lors d'un événement isolé. Mais pour l'instant, je ne compterai sur rien de précis. Mhm. Un autre sujet météo qui fait souvent la une des médias, c'est le Gulf Stream et l'AMOC, la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique. Y a-t-il un lien avec la météorologie tropicale? Pour l'appeler ainsi, peut-on dire qu'il y a des interactions? Si nous avons un El Niño très puissant, cela influence-t-il cette circulation de retournement ou est-ce totalement indépendant l'un de l'autre? C'est largement indépendant.
Un El Niño peut, c'est une échelle de temps très différente, ce retournement. Ce sont de nombreuses années, des décennies, voire plusieurs décennies, et El Niño est bien trop rapide, si l'on veut, pour provoquer des réactions à ce niveau. Nous savons qu'il y a eu des décennies, du début au milieu du siècle dernier, où El Niño était plutôt lié à des températures d'eau plus froides dans l'Atlantique, mais cela ne s'est pas vérifié au cours des dernières décennies. Nous savons aussi d'ailleurs que c'est souvent dans l'océan Indien que c'est plus pertinent, et ce qui arrive plus souvent statistiquement, il y a alors un pôle de température de l'eau qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien, ce qui fait qu'il a tendance à faire plus chaud dans l'ouest de l'océan Indien, en fait, et plus frais dans l'est de l'océan Indien. Mais là aussi, il y a des fluctuations indépendantes, tout comme pour la MOC. Donc, pour ce qui est de l'Atlantique et de la MOC, non. Dans d'autres océans, comme l'océan Indien, on voit, lors de certains El Niño, le déclenchement d'un dipôle là-bas. Mhm. Oui, plus on en apprend, plus A devient clair. C'est juste une interaction de systèmes incroyablement complexe. Je trouve A d'autant plus étonnant que nous puissions me faire ces visions. Est-ce que ces dernières années, comme on travaille avec des systèmes si complexes, est-ce que les progrès de l'IA ont changé quelque chose pour vous? Est-ce que A facilite les PR visions? Alors la R-Ponce est un oui clair, aussi bien pour les PR Vision MT au classique. L'IA peut mieux PR dire certains PH nomornes que les modules. Et LFM, si je n'ai pas vu d'article RCent, je m'attends Euro ce qu'on gagne en précision pour El Niño. Le petit souci, c'est évidemment que l'IA a besoin de beaucoup de données et d'entraînement. Il faut s'imaginer que nous n'avons de bonnes air analyses atmosphériques que depuis 1979 avec les satellites géostationnaires. Disons donc environ 55 ans peu treux. Alors vous imaginez combien de d'événements El Niño il y a eu s'ils surviennent tous les 2 ou 7 ans. C'est-tu dire bien moins de 10, n'est-ce pas? Et la question est de savoir comment entraîner une IA, alors que pour la MTO, on a des données horaires sur 50 ans, LRC était possible. Pourtant, ces modules statistiques existent des JH. Les MTODs standards ont toujours suppos une certaine lane arith, d'événements, pour ainsi dire. Et l'IA est particulièrement capable de mieux refléter ces non-lignes arith S que nous avons dans le système climatique. C'est pourquoi je m'attends alors que les PR vision par IA, malgré ce problème d'entraînement, galant au moins la qualité des modules numériques TRUS complexes, et qu'elles apportent je l'espère, de meilleures réponses pour certains effets et leur distance. Je voudrais vous citer un exemple très classique provenant d'un autre domaine. En 2018, il y a eu un article d'un célèbre chercheur sur les ouragans aux États-Unis. Et il a dit qu'avec notre système de PR Vision, nous avions DJJ atteint le maximum TH aurique. La qualité de la PR Vision est optimale, elle ne peut plus être améliorée, et alors il faisait RF RENS aux trajectoires de cet MT. Eh bien, l'IA a encore amélioré cela de 30%. Pas la prévision de l'intensité, ne marche pas, mais la PR Vision de la trajectoire, oui. C'est pourquoi je crois simplement l'ADOC, notre capacité de voir PR dire des améliorations dans les 2 ou 3 ans de l'avenir, et surtout en ce qui concerne les effets à la distance. Car il reste encore pas mal d'incertitudes, et cela nous donnera aussi de meilleures opportunités. Et permettez-moi d'ajouter encore une chose. El Niño est justement si puissant, c'est un système PR visible, et dans de nombreux pays, nos PR Vision ont des aid, alors à améliorer la sécurité alimentaire dans les tropiques. Et je trouve que c'est vraiment une chose formidable, même en tant que météorologue, de pouvoir vraiment faire du bien avec ces prévisions, ou en tant qu'océanographe. Une petite remarque en passant, il y a le marché des denrées alimentaires, la bourse agricole, la plus grande du monde, à Chicago. Ils intègrent ce genre de choses dans les prix, n'est-ce pas? Il y a des gens qui regardent nos prévisions et ensuite, à la bourse, on parie déjà sur les prix futurs, ça, si vous voulez, et on mise dessus. C'est donc aussi très important dans le monde de la finance. Oui, un de mes amis est torréfacteur et il disait déjà, je ne sais plus exactement dans quel sens, mais que les nouvelles d'El Niño auraient déjà influencé les prix du café vert. Oui. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, l'utilité positive est incontestable et c'est agréable d'entendre que l'IA pourrait avoir une utilité totalement positive à l'avenir
si nous pouvons mieux déterminer les effets à distance. Quand on est confronté à l'IA au quotidien et qu'on voit de mauvaises vidéos d'IA sur Instagram, on doute parfois de son utilité positive, mais je trouve que c'est un très bel exemple. Oui, 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 oui. Alors, peut-être pour finir, car je vous ai déjà pris près de 40 minutes de votre temps, j'aimerais savoir quels sont vos projets de recherche passionnants en dehors d'El Niño. Je crois que votre groupe de recherche à l'Institut de technologie de Karlsruhe est le groupe de travail sur la météorologie tropicale, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui s'y passe d'autre? Sur quel sujet passionnant travaillez-vous en ce moment en dehors d'El Niño? Oui, alors en fait, cela a aussi un rapport avec les prévisions. Et nous appelons cela, je vais expliquer ce que c'est, des prévisions subsaisonnières améliorées pour l'Afrique et aussi pour le Vietnam. C'est donc l'objectif visé. Et là, nous n'essayons pas vraiment de prédire les mois à venir, car ce sont les prévisions dites saisonnières. C'est ce dont nous venons de parler, n'est-ce pas? Mais on ne prédit pas un jour précis, seulement une moyenne mensuelle. Nous essayons de prédire les moyennes de température, mais aussi les précipitations accumulées jusqu'à 6 semaines à l'avance. Et nous essayons de découvrir où cela fonctionne, dans quelles conditions, et comment utiliser l'IA pour recalibrer ces prévisions afin qu'elles aient tout de même une valeur. Concrètement, en Afrique, par exemple, les agriculteurs sont extrêmement intéressés, et bien sûr les États aussi, par la prévision du début de la saison des pluies. Et plus on peut le dire tôt avec une, disons, bonne certitude, mieux c'est. Les gestionnaires de barrages veulent aussi savoir comment gérer leurs barrages, quelle quantité d'eau ils peuvent lâcher pour ne pas avoir de problème. Cela signifie que nous essayons de combler ce que nous appelons un vide de prévision entre les prévisions classiques d'1 à 2 semaines et ces prévisions mensuelles. Et là, je voudrais aussi expliquer pourquoi il y a un tel vide. Eh bien, pour les prévisions météo classiques, on détermine l'état initial de l'atmosphère. On dispose alors d'informations sur cet état initial. Ensuite, on utilise des modèles qui ne sont pas parfaits et on essaie de les projeter dans le futur, généralement sur 2 semaines. Et chaque jour, on perd un peu en prévisibilité concrètement. L'information de l'état initial se perd parce que les modèles ne sont pas parfaits. Alors, pour El Niño, on vient d'en parler, donc ça tombe bien. L'océan intervient et réintroduit cette prévisibilité après 2 ou 3 mois dans l'atmosphère. Là, dans les tropiques, l'atmosphère est couplée à l'océan. Alors, entre les deux, disons entre 2 et 6 semaines, la question se pose. Les conditions initiales ne comptent plus et l'océan n'est pas encore vraiment pris en compte. Comment faire? Il existe quelques phénomènes qui permettent d'y parvenir. On essaye donc vraiment d'en extraire la moindre once de prévisibilité. Les premiers résultats montrent qu'en Afrique de l'Est, par exemple, on peut encore faire des prévisions en semaine 4, mais plus en semaines 5 et 6 pour les précipitations totales. Dans d'autres régions, c'est malheureusement déjà fini dès la 3e semaine. Oui, et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Et il y a de nouvelles données qui sont en libre accès. Tout le monde peut les utiliser, chaque citoyen. Du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Ils font tourner leur modèle 100 fois par jour. Ce sont 100 membres pour le monde entier à 46 jours d'échéance. On télécharge ces données et on regarde ensuite si elles peuvent être exploitées. C'est fou. Oui, je trouve ça passionnant dans votre métier, c'est que c'est une affaire mondiale, si je puis dire. Il s'agit de choses qui se passent en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Vietnam, dans l'océan Indien, dans le Pacifique. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que cela implique beaucoup de déplacements professionnels dans votre quotidien? Ou est-ce qu'on peut faire tout ça depuis son petit bureau à Karlsruhe? Non, nous faisons aussi de la recherche sur le terrain. J'en suis très reconnaissant. C'est un privilège de pouvoir faire ça. Et je dirais que je viens de l'observation météo, de la prévision et du travail avec les gens sur le terrain. Vivre la météo sur place n'est pas seulement une motivation, c'est aussi une inspiration. Et oui, j'ai pu découvrir de nombreux endroits en Afrique ainsi qu'au Vietnam, ce qui signifie aussi, au final, qu'on rencontre les gens là-bas. Et peut-être un peu différemment d'un touriste, sans vouloir être négatif, mais on s'immerge davantage dans les sociétés et c'est un vrai privilège. Oui, absolument. Oui, c'est une très belle conclusion. Super. J'ai trouvé ça encore une fois très très passionnant. C'est déjà notre 2e entretien. Si on remet ça dans 2 ans, on en aura fait une tradition. Mais on n'aura probablement pas de nouveau basculement entre El Niño et La Niña dans 2 ans, on verra. C'est possible. Oui, comme toujours,
on va probablement recevoir beaucoup de commentaires. Si vous en avez le temps, n'hésitez pas à y jeter un œil, on va voir. La dernière fois, plus de 180 000 personnes ont vu notre entretien. C'est vraiment incroyable. Euh, On va voir combien il y en aura cette fois. Alors merci beaucoup, beaucoup. Monsieur le professeur Fink, et à la prochaine fois. à la prochaine fois. Oui, ouais. Oui, j'espère que l'entretien avec le professeur Fink vous a autant passionné que moi. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et pour ne rater aucun autre entretien d'expert, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Et aussi le pouce bleu pour qu'on puisse franchir la barre des 5000 likes. L'algorithme adore ça. Et maintenant, nous partons pour une autre région passionnante, la Sibérie. En Russie, de gigantesques cratères apparaissent soudainement. Parfois profonds de plus de 100 mètres, ils surgissent de nulle part et libèrent du pergélisol quelque chose qui pourrait être très dangereux pour nous. Ce qui se cache derrière et ce que cela signifie pour l'avenir, nous l'expliquons dans la vidéo affichée en haut à droite. Allez absolument la voir, c'est très intéressant. Et si vous voulez l'un des t-shirts galactiques Astro Team des vidéos, des peluches de planètes ou mes livres dédicacés, vous pouvez cliquer en bas à gauche et explorer la boutique de l'espace. Chaque commande soutient énormément mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, les amis.